merci beaucoup. Je remercie aussi Raphaël Fandel, Thierry évidemment. Je remercie l'Institut Confucius. Je remercie l'Université libre de Bruxelles, les départements concernés, puis enfin tous ceux que vous avez remerciés dont j'ai participé. Alors je suis très content d'être ici. En plus c'est une très très belle salle, donc c'est toujours très agréable de parler dans des beaux endroits comme ça. Je vais vous parler donc je vais essayer de faire une sorte de lien entre la poésie chinoise et la philosophie. Je dois tout de suite un petit peu m'excuser parce que j'ai eu quelques problèmes privés assez graves qui m'ont même encore aujourd'hui tenu au téléphone, et je me suis rendu compte que la version que j'ai prise avec moi n'est peut-être pas la dernière, donc il y a peut-être un tout petit peu de flottement dans certaines diapositives. Je vous prie de m'en excuser si c'est le cas. Ma question de départ, c'est celle du corpus philosophique chinois, qui est un corpus qui, à première vue, est assez comparable au corpus de la philosophie occidentale, et qui renvoie en fait ce corpus à une certaine vision de la philosophie, avec donc, que ce soit dans la tradition occidentale ou dans la tradition chinoise, des philosophes qu'on peut identifier, j'en donnerai une liste dans un instant, des œuvres qui forment une discipline, la philosophie chinoise, comparable à certains égards donc à la philosophie occidentale. Je rappelle alors là des lieux communs, enfin c'est des choses qui ont été évidemment très très étudiées, c'est que la philosophie en tant que discipline, elle n'existe pas en Chine ancienne en tout cas. Il n'y a pas de mot pour dire philosophie en chinois classique, il n'y a pas de mot avant le 19e siècle. Que le philosophe n'existe pas, en tout cas pas au même titre que le philosophe grec par exemple, c'est quasiment une profession. Le philosophe, ça c'est quelque chose dont il faut vraiment toujours se souvenir, c'est un lettré, en général un lettré fonctionnaire, employé par le pouvoir. Ça n'est pas donc quelqu'un qui discute en priorité avec d'autres philosophes, comme c'est le cas des philosophes grecs. L'interlocuteur du philosophe chinois, c'est quasiment toujours le pouvoir, des ministres, des supérieurs hiérarchiques, etc. À première vue, donc, on a des philosophes, donc on a Socrate, Platon, j'ai mis quelques noms ici, en Occident, et puis en Chine, vous aurez Confucius, Mozi, Laozi, Mencius, Sun Tzu, Han Fei. On a l'impression qu'il y a une sorte de pendant chinois à la philosophie occidentale. Des écoles philosophiques qui seraient comparables, donc on a les pythagoriciens, les socratiques, les stoïciens, les sophistes, etc., dans la pensée grecque ancienne. Et puis, à peu près à la même époque, on trouve en Chine des écoles philosophiques, le confucianisme, le maoïsme, le taoïsme, le légisme, pour ne citer que les principales d'entre elles, ce qui est extrêmement problématique parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'écoles. Ces gens n'avaient pas du tout conscience de former même des courants de pensée. Tout au plus s'inscrivaient-ils dans une certaine tradition. Par exemple, Mencius se réclame de Confucius. D'autres, le maoïsme est plutôt une secte, quasiment une secte religieuse qu'une école. Et puis le taoïsme, le légisme, c'est des mouvances de penseurs. C'est en aucun cas des écoles au sens grec du terme. Pour ce qui est du corpus, c'est un corpus donc, qui s'est fossilisé tard, mais qui s'est fossilisé, qui a été inventé au XXe siècle. C'est vraiment de nouveau, on a le cas d'une tradition, l'invention d'une tradition, avec ce corpus philosophique. Donc on a au XXe siècle, on a des représentants de ce type. Donc en haut, vous avez le célèbre tableau de Raphaël, donc l'école d'Athènes. Alors ça, c'est pas le XXe siècle, évidemment. Et puis en Chine, on a tenté de faire un petit peu la même chose. Donc vous avez en bas, et j'ai pas réussi à trouver de qui est cette magnifique peinture, mais vous avez donc une sorte de volonté de mettre sur le même plan les penseurs grecs et puis les penseurs chinois anciens. Et évidemment, c'est tout à fait une vue de l'esprit. Et vous avez la même chose avec le corpus. Vous avez donc un corpus relativement organisé, qui est en Occident, qui est d'ailleurs problématique lui aussi, en tout cas qui n'est pas fermé de façon rigide.
Et puis en Chine, vous avez énormément d'entreprises éditoriales qui probablement marchent assez bien, qui font de l'argent, où on met sur la même bibliothèque des œuvres qui, au départ, étaient tout à fait différentes dans leur esprit, et puis certaines qui sont philosophiques, uniquement par la bande. Ce corpus, il est problématique à toutes sortes de points de vue. D'abord, comme je l'ai dit, il est inventé, c'est-à-dire qu'il est en grande partie la production de philosophes chinois du XXe siècle qui ont été formés pour l'essentiel en Occident. Et là, il y a un nom qui est très important, c'est celui de l'intellectuel Roucheux, qui est l'auteur d'une des premières histoires de la philosophie chinoise. Et c'est lui qui rassemble sous un même chapeau un certain nombre d'œuvres. Roucheux a été formé aux États-Unis à la pensée occidentale et il est clair que sa conception de la philosophie chinoise est largement héritée de la philosophie occidentale. Ce corpus, on se rend très vite compte qu'il est assez hétéroclite. En particulier, il intègre normalement les classiques du confucianisme. Et c'est vrai que ça serait un petit peu étrange de ne pas mettre les textes fondateurs de la tradition chinoise, mais les classiques du confucianisme sont d'une importance philosophique qui est très variable. Je vous rappelle que dans les 5 classiques du confucianisme, vous avez le classique des poèmes, qui est donc un recueil de poèmes. Vous avez le classique des mutations, qui est un recueil de divination, qui est intéressant philosophiquement, mais qui n'est pas de la philosophie au premier chef. Vous avez 2 ouvrages historiques, le classique des documents et puis les Annales de Lu, donc le Chuntio, et puis vous avez un rituel. Donc c'est vrai que comme textes centraux dans un canon, c'est un petit peu étrange d'avoir des textes de ce type. Ce qui me semble encore plus important, c'est tout ce qui manque dans ce corpus et qui n'est quasiment jamais utilisé par les spécialistes de la pensée chinoise. Je pense en particulier aux traités qu'on trouve dans les histoires dynastiques, dans quasiment toutes les histoires dynastiques. Il y a des traités qui sont très intéressants et qui ne sont quasiment jamais utilisés par les historiens de la pensée chinoise. Ces traités peuvent être consacrés par exemple aux 5 éléments, 5 agents, au rituel, à la cosmologie, à la cosmographie, au rituel, à l'étiquette, à des questions religieuses comme les sacrifices, et ces traités sont souvent au moins aussi intéressants que certaines des œuvres qu'on considère comme faisant naturellement partie du corpus. Et puis il y a des sources qui sont encore a priori moins philosophiques, et c'est celles-ci qui vont m'intéresser maintenant, mais qui me paraissent philosophiquement pertinentes, en particulier des poèmes. On m'objectera peut-être, c'est une objection que je comprends, qu'il ne faut peut-être pas confondre des textes philosophiques et des textes qui sont philosophiquement pertinents, et je vois bien la différence entre les deux. Cela dit, c'est une objection qui me semble un petit peu se mordre la queue, si on veut, parce que c'est à partir du moment qu'on a défini un corpus avec des textes philosophiques, et que donc on a exclu a priori certains textes, qu'on peut la faire. Et ce que j'aimerais faire précisément, c'est montrer que le corpus est en partie artificiel et qu'on devrait peut-être faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit et donc y inclure des sources qui ne sont pas forcément a priori philosophiques, tout simplement pour se faire une idée un petit peu plus objective de ce qu'est la philosophie chinoise. Un des problèmes de ce... Là, je vois qu'il y a une petite ligne qui disparaît là en bas. Donc, premièrement, tout ce que je viens de dire ne doit pas remettre en cause l'existence d'une philosophie chinoise. Il y a eu beaucoup de débats sur la question. Là, je vous renvoie par exemple à des articles ou à des publications de Han Chang ou de Karine Defort, qui n'enseignent pas très loin d'ici. Il ne s'agit pas du tout de ça. Au contraire, je pense que la philosophie chinoise existe et est très intéressante, mais qu'elle est paradoxalement un peu affaiblie par ces tentatives de toujours essayer de la faire ressembler à la philosophie occidentale. François Julien, sur lequel je reviendrai dans un instant, dit que le risque de ce type de processus, c'est que finalement, au mieux, on n'a qu'une pâle copie, puisqu'on cherche systématiquement en Chine, dans la tradition chinoise, ce qui ressemble à la tradition occidentale. Finalement, on ne finit par n'avoir qu'une copie, une pâle copie de la philosophie occidentale.
Alors, le problème de ce corpus, tel que je viens de le définir, c'est que, premièrement, donc, comme je l'ai dit, il néglige des œuvres qui sont philosophiquement pertinentes. Deuxièmement, il néglige des discours philosophiques alternatifs, des formes d'expression, des modes rhétoriques qui sont philosophiquement importants et qui sont, à mon avis, révélateurs, peut-être mieux révélateurs que le corpus tel que je l'ai présenté maintenant, de quelques-unes des grandes intuitions de la philosophie chinoise ancienne. Et puis, troisièmement, l'emphase sur le texte, sur le discursif, sur la théorie, qui est effectivement une des caractéristiques de la philosophie occidentale, appliquée un petit peu aveuglément à la pensée chinoise, me semble véritablement appauvrissant, et c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Alors, juste avant d'en arriver à la poésie, quelques sources qui sont peut-être un petit peu inattendues, mais qui sont intéressantes du point de vue du contenu, c'est notamment les sources historiques. Alors je ne parle même pas ici des traités, philosophiques des histoires dynastiques, mais les biographies historiques des histoires dynastiques elles-mêmes, c'est-à-dire des textes qui vous décrivent la vie de personnages qui n'ont strictement rien de philosophique. Et je prends l'exemple d'un personnage qui s'appelle Zhe Yun, qui est un personnage qui a vécu au début du 1er siècle et qui a une vie qui est intéressante en tant que telle, mais qui à un moment donné dans sa vie se trouve confronté à la violence des armes et qui propose à des généraux d'avoir un comportement décent sur le champ de bataille. Donc on a, si on veut, en germe une sorte de philosophie des droits de l'homme, de philosophie de la guerre, enfin je ne sais pas très bien. Il ne s'agit évidemment pas de droits de l'homme au sens moderne du terme, ça c'est une invention occidentale, mais il s'agit clairement de germe d'une philosophie des droits de l'homme, avec donc, j'ai pas eu le temps de traduire, mais d'abord une première injonction, n'attaquez pas des ennemis qui ne sont pas préparés, ne réduisez pas les gens aux dernières extrémités, ne découpez pas les gens en morceaux, n'exposez pas leurs cadavres et n'agressez pas sexuellement les femmes. Voilà, il donne ça comme injonction, ce qui est déjà assez intéressant en soi. Là, dans un premier temps, il donne ça sur un plan purement, je dirais, de principe, dans une perspective qu'on pourrait peut-être qualifier de morale confucéenne. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas, parce que ces armées continuent à se comporter extrêmement mal. Et alors, dans un deuxième temps, et c'est la deuxième citation en jaune ici, il fait une présentation beaucoup plus axée sur le religieux, les superstitions, en insistant aussi sur la réussite de ce type de comportement, c'est-à-dire que si on se comporte bien, on remportera aussi plus facilement la victoire que si on se comporte mal. Alors, je ne veux pas trop insister là-dessus. Ça vient du Roranshu, donc l'histoire des Han postérieurs. Je ne veux pas trop insister sur ce texte, c'est pas mon sujet aujourd'hui, simplement pour vous montrer que là, on trouve quelque chose qui est intéressant à plusieurs égards. D'abord, on trouve une philosophie qui est confrontée à une pratique de terrain, c'est-à-dire, en l'occurrence, la pratique de la guerre. Et puis vous avez donc un lettré qui est confronté à la pratique, qui propose deux discours, parce que dans le deuxième cas, il s'adapte à ses interlocuteurs. Et là, on a aussi donc un deuxième trait, premièrement donc la pratique, deuxièmement l'adaptabilité d'un lettré, tout à fait d'ailleurs dans la ligne de Confucius, dont vous savez qu'il proposait des réponses tout à fait différentes sur la piété filiale ou autre chose, selon les interlocuteurs auxquels il s'adressait. Et donc on a ça ici. Et troisièmement, donc on a le glissement donc des grands principes, si on veut, à des questions de nature religieuse pour essayer d'imposer un message, et ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que là, on voit bien comment la pensée chinoise ne peut pas, à mon avis, en tout cas dans bien des cas, se comprendre de manière totalement indépendante, précisément, de questions pratiques, de l'interlocuteur auquel on parle. Donc on n'est pas dans un texte qui est en quelque sorte fermé sur lui-même ou qui s'adresserait de façon un petit peu indifférenciée à n'importe qui.
À propos précisément des textes, on a tendance en Occident à lire les textes de façon relativement... on commence le texte au début, on va jusqu'à la fin, disons, pour dire les choses un petit peu de manière simple. Je rappelle aussi qu'en Chine ancienne, on a une vision du texte qui est beaucoup plus en réseau. Et je vous cite ici une citation de... Je suis désolé, les diapositives sont un petit peu ramassées là, mais j'espère que c'est quand même lisible. Donc ça, c'est une citation du Chunqiu Fanlu, qui est un texte philosophique du 1er siècle avant Jésus-Christ, du 2e siècle avant Jésus-Christ, pardon, qui est attribué à un penseur confucianiste qui s'appelle Dong Zhongshu. Et c'est un petit extrait qui est intéressant parce qu'il montre comment on doit lire les textes. Et c'est une façon de lire les textes qui est totalement différente de celle de l'étudiant de philosophie occidentale aujourd'hui, qui va prendre son texte au début et puis qui va lire jusqu'à la fin. Là, il s'agit vraiment d'une sorte de rumination, avec en plus la mise en réseau de tout le texte dans toutes ses parties les unes par rapport aux autres. Les Annales des printemps et automnes traitent des affaires de 12 générations de souverains. La voix humaine y est montrée dans toute son harmonie et la voix réelle dans toute sa plénitude. Bon, jusque-là, il n'y a rien de particulier. Ces normes sont exposées sur 242 ans, donc c'est les 242 ans qui sont couverts par l'histoire dynastique des Annales des printemps et automnes. Sont exposés sur 242 ans, s'éclairant mutuellement pour former un texte accompli dont toutes les parties se répondent les unes des autres. Il ne s'agit pas simplement de rapporter des événements anciens, donc ce n'est pas le but premier du texte, et donc l'étudiant de ce texte doit tout lire ensemble comme un tout connecté, en cherchant les causes, en rapprochant ce qui est comparable, en appariant ce qui appartient aux mêmes catégories, en saisissant lors des événements ceux afin de montrer comment la voix humaine y apparaît dans toute son harmonie et la voix royale y est établie. Donc on voit bien la façon de lire qui est vraiment par structure, au sens très structuraliste du terme, et par une sorte vraiment de rumination. C'est seulement à ce moment-là que le sens complet du texte apparaît. Tout ça, évidemment, ça renvoie à la notion de Wen, donc Wen qui est l'écriture, mais aussi, donc ça c'est un concept très lourd, très chargé dans la culture chinoise. Et puis je vais reprendre quelques-unes des allusions, des descriptions que François Julien fait du Wen dans La valeur allusive, qui est un ouvrage que j'ai repris ces jours et que je trouve vraiment extrêmement bien fait. Je rappelle qu'au départ, donc, le Wen, c'est le recoupement, c'est quelque chose de très simple au départ, c'est le recoupement de lignes qui représentent une figuration d'entrecroisement. Donc c'est des lignes qui se croisent dans la nature, dans la pierre, etc. Donc au départ, le Wen est simplement une structure dans la matière. Ensuite, par dérivation, c'est tout ce qui, dans le monde naturel, est un peu structuré. Donc ça peut être les constellations dans le ciel, par exemple. Encore aujourd'hui, à l'astronomie, c'est Tian Wen, donc l'écriture dans le ciel. Des traces sur le sol, alors les rivières, les chaînes de montagnes. Des traces sur le sol, ça possède des traces d'animaux, qui sont elles-mêmes d'ailleurs du Wen. Également des taches sur le pelage des animaux, les rayures, les zébrures, etc. Et ce qui est très intéressant, et à mon sens, François Julien, là je vous renvoie aux parties dont il traite de ça, il le fait vraiment très très bien. Le Wen littéraire, je crois qu'il vient, j'ai vu qu'il venait ici dans pas très longtemps, François Julien, je ne sais pas dans quel cadre. Mais... Donc le Wen littéraire, c'est-à-dire le poème écrit, le texte écrit, il s'inscrit dans le prolongement du Wen naturel. Donc l'écriture humaine, en fait, c'est un prolongement, une réactivation donc, par l'homme de ce qui se fait dans la nature. En un sens, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour les anciens Chinois, en tout cas si je suis François Julien ici, il ne s'agit pas d'imiter le monde. On n'est pas dans le registre de la mimésis, qui est souvent un registre qu'on met en avant pour ce qui est de l'écriture depuis Aristote. Il ne s'agit pas d'imiter le monde, il s'agit vraiment de le reproduire, c'est-à-dire d'agir à nouveau en une forme de résonance avec la façon dont le monde lui-même fonctionne. Donc François Julien propose de substituer donc, à la métaphore de la poésie comme miroir du monde,
celle du texte littéraire comme véhicule de ce Dao, de cette voix qui s'exprime dans la nature. Et de ce point de vue-là, le sage n'est pas celui qui recopie la vérité, les idées platoniciennes, etc. C'est simplement celui qui est capable de se conformer naturellement avec la façon dont la nature fonctionne. Ce faisant, donc par l'acte d'écriture, il reproduit tout simplement la marche du monde et il la révèle. Et cela, évidemment, ça vaut aussi pour la poésie. François Julien cite un extrait donc, du Wenxindia Olung, donc, qui est un traité littéraire, de théorie littéraire du 5e siècle, 5e, 6e siècle, qui est tout à fait intéressant. Incommensurable et inépuisable est le monde de la poésie, de même que la richesse de la nature, dispensatrice de villes étant plantes, animaux et formations de toutes sortes. Donc les deux sont sur le même plan. Donc la poésie est riche et le monde est riche. Mais la poésie n'est pas simplement riche parce qu'elle est un miroir du monde, elle est riche en elle-même. C'est au point que ces œuvres artificielles ou ces produits naturels qui ont forme non de poèmes, même l'esprit le plus vaste sera difficilement assez vaste pour tous les contenir. Et que sont-ils comparés à la poésie sans forme, ni conscience qui palpite dans les plantes, rayonne dans la lumière, sourit dans l'enfant, étincelle dans la fleur de la jeunesse, s'embrase dans le cœur aimant des femmes. C'est pourtant cette poésie qui est la première, l'originaire, et sans laquelle, assurément, il n'existerait pas de poésie du verbe. Oui, nous tous, autant que nous sommes, nous les hommes, n'avons à jamais et pour l'éternité d'autre objet de joie, d'autre matière d'activité, que cet unique poème de la divinité dont nous sommes aussi une part et la floraison, la terre. On voit bien l'articulation entre les deux registres, le Wen naturel et le Wen de la poésie, mais les deux fonctionnent exactement de la même manière. Donc peut-être, je reprends juste quelques éléments pour ceux d'entre vous pour lesquels peut-être ce Wen n'est pas tout à fait familier. Donc le Wen désigne l'écriture, la civilisation, mais aussi toute structure imposée à la matière brute, donc des motifs, des constellations, etc. L'écriture n'a pas pour but de décrire ou de reproduire les choses, mais participe en elle-même au fonctionnement du monde, c'est-à-dire elle est en résonance avec elle. Et donc, et là j'abandonne un petit peu François Julien, écrire un poème ou peindre, c'est agir en harmonie avec le monde, y contribuer, tout en révélant la marche du monde, avec en plus le statut particulier du caractère d'écriture qui, ontologiquement, n'est pas seulement un symbole ou un signe comme une lettre de l'alphabet européen, mais qui est une chose, un ou, si on veut, de la même façon que les choses elles-mêmes. Là, je me permets de vous montrer 2-3 peintures où on voit bien cette dimension de proximité entre le caractère d'écriture et puis la chose peinte. Vous avez donc à gauche un paysage où on ne sait plus très bien où s'arrêtent les bambous de la peinture et puis où commence la calligraphie. Le peintre le peintre calligraphe en l'occurrence, ayant rédigé son texte dans un style de calligraphie qui est proche dans l'esthétique, je ne sais pas si vous arrivez à voir là-bas au fond, qui est proche donc du style des bambous, puis à droite un petit peu la même chose avec cette branche de prunier printanière, et puis à nouveau un mélange un petit peu entre les caractères et puis les pruniers eux-mêmes. Donc on n'a pas, comme en Occident ici, une opposition entre le registre des choses et puis le registre du texte. On est vraiment dans un seul registre, avec un rapport tout à fait intime entre les deux. Ici aussi, de façon un peu plus humoristique, donc là c'est des peintures anciennes, pardon. Ici on est dans la peinture contemporaine, mais à l'ancienne. À droite, vous avez donc des troupeaux de chameaux, et ce qui est assez joli, c'est que vous avez le chameau ici en caractère donc très proche du pictogramme, qui renvoie vraiment à la peinture elle-même. Et donc là, la calligraphie n'est pas juste une légende du tableau, elle fait véritablement partie du tableau. Et puis ici, vous avez des fleurs de prunier où on ne sait plus très bien où s'arrête la calligraphie et où commence le tableau. Voilà, je me suis un petit peu étendu pour
simplement pour montrer cette espèce de connivence entre les choses et les mots, parce que ça me paraît important pour la suite de mon exposé. J'aimerais maintenant donner quelques exemples. Donc même si je suis assez rassuré, parce que même si vous n'êtes pas du tout convaincu par mon exposé, au moins je vous lirai des poèmes, donc vous ne repartirez pas les mains vides de cette salle. Donc j'aimerais vous donner quelques exemples donc de poèmes qui me paraissent intéressants d'un point de vue philosophique. Alors je commencerai par un ou deux poèmes dont le contenu est philosophique. Donc ça c'est peut-être ce qui est le plus bateau en un sens, mais c'est pas ce qui me paraît le plus intéressant, même si parfois ces poèmes philosophiques peuvent être très percutants, on va le voir. Ce qui m'intéresse plus, c'est tout ce qui est du registre plutôt du poème comme discours particulier et qui permet, à mon sens, mieux que des discours très léchés auxquels on est peut-être plus habitué d'accorder de l'importance d'un point de vue philosophique. Souvent, c'est l'ouverture du poème. Le poème est souvent un texte ouvert qui peut se lire à plusieurs niveaux, qui est parfois difficile à comprendre et donc on est obligé de ruminer. Et ça renvoie à ce texte dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure, avec d'ailleurs des possibilités du chinois classique. Ceux d'entre vous qui faites du chinois classique, vous savez que des fois on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. On peut le voir négativement ou positivement. Mais à mon sens, dans certains de ces poèmes, c'est fait à dessein et c'est plutôt positif. Des poèmes qui posent un rapport particulier du sujet au monde, en particulier le rapport du poète, de l'émotion du poète avec le paysage dans lequel il se trouve. Des poèmes sur l'illusion des phénomènes, des sens, des apparences, là aussi des poèmes qui jouent dans la forme, permet de thématiser de façon particulière ce rapport au monde. Et puis, enfin, quelques considérations générales sur le lien entre la forme du poème et la forme du monde. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ça sera un petit peu impressionniste, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail. Je commence avec un poème philosophique, pour le coup, donc c'est un poème de Wei Wu. Je ne vous ai pas distribué d'exempliers, mais ceux d'entre vous qui souhaiteraient avoir ces poèmes, je vous donnerai mon email, vous passez après, puis je vous les envoie volontiers. Donc c'est un poème qui s'appelle Éloge du jade. Entre ciel et terre, il est une matière exquise, infiniment précieuse dans son dépouillement, qu'on la grave ou la taille pour quelque usage, et en un instant, sa véritable nature est perdue. C'est un poème assez connu, de Wei Wu, qui est un grand poète du 8e siècle. C'est un éloge du jade. On n'a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études de philosophie chinoise pour se rendre compte qu'il s'agit évidemment d'un poème de nature taoïste, sur la perte de la vraie nature qu'on a une fois qu'on lui impose la civilisation. Donc la vraie nature qu'on a, la nature brute, c'est notre nature réelle, profonde, de la même façon que le jade brut. Donc là vous avez un jade brut ici qui n'est pas taillé. Du point de vue du taoïsme, il est plus beau, plus précieux dans son dépouillement, dans son caractère brut, que du jade taillé qui va servir de bijoux, d'ustensiles rituels, etc. Et qui a évidemment pris sur lui, avec cette taille, toutes les marques de la civilisation. Donc, qu'apporte ici le fait qu'une idée philosophique assez banale dans la tradition chinoise soit exprimée ici sous forme de poème? On peut dire d'abord la première chose, c'est que vous avez quelque chose d'assez percutant, au sens où on renvoie à un objet que tout le monde est susceptible de comprendre, c'est-à-dire la différence que vous avez entre un jade que vous trouvez dans la nature et puis un jade qui est taillé par un bijoutier. C'est aussi le fait que le poète joue un petit peu, vous avez le mot jade en fait n'est présent que dans le titre du poème, Yung-U, le caractère U. Dans le poème lui-même, vous n'avez pas de référence au jade, ce qui fait que le jade, en quelque sorte, perd même sa nature de jade dans le poème,
ce qui est aussi une façon de dire que, et là je renvoie peut-être au Zhuangzi, d'un point de vue taoïste, que c'est le langage, en l'occurrence ici exprimé dans le titre du poème, qui transforme même le jade en jade. Donc, si on réfléchit un petit peu à ce poème, en fait, on renvoie avec une très grande économie de moyens, on a 20 caractères dans le poème, 20 caractères, non seulement à cette idée donc, de la civilisation qui pervertit tout, donc idée taoïste, comme j'ai dit, assez banale, mais à plusieurs plans de cette idée. Vous avez aussi donc, le rapport au ciel et à la terre, etc. Voilà. Le Jing Wu, qui est parfois aussi interprété de manière sexuelle dans la tradition chinoise. Donc, ici même si le sens de ce poème est extrêmement simple, on a quand même assez vite beaucoup d'éléments qui peuvent être invoqués et donc de manière extrêmement économique. Parfois, on va beaucoup plus loin que ça, et je vous cite un autre poème. Si vous permettez, oui. je voudrais faire une petite remarque. Bien sûr. La deuxième ligne, je parle de Wenjiang, je trouve que vous avez traduit infiniment précieux dans son déclinement, mais je trouve que l'usage de Wenjiang est intéressant par rapport à ce que vous avez dit précédemment, justement, où on a une espèce de mise en doute de cette écriture, de cette écriture du monde, justement. Oui. Parce que Wenjiang, c'est les broderies, ça peut être aussi les articles. Vous avez tout à fait raison. Là, moi, j'ai repris la traduction un peu paresseusement qui se trouve dans l'anthologie de la poésie chinoise de Paul de Méville. Vous avez raison, c'est juste. Et puis, en plus, Wenjiang, donc ça peut être un texte, mais ça, comme vous le dites, c'est toute structure avec du Wen. Mais effectivement, surtout si on lit aujourd'hui, on pensera assez naturellement à des textes. Donc, je passe à un autre poème donc, qui est beaucoup plus ésotérique, un poème de Sekung Tru, qui est tiré du Shepin, qu'on traduit parfois par les caractères de la poésie. Notez d'ailleurs que le caractère poésie, le lien avec la poésie n'apparaît que dans le titre. Dans le poème est très ouvert, question sens. On pense qu'il s'agit de poésie parce que la poésie est dans le titre, mais sinon c'est pas forcément clair. Ce poème a été traduit par Stephen Owen, donc qui est un des critiques, un des spécialistes de la théorie littéraire chinoise. Et puis j'ai traduit à partir de sa traduction. Lui-même confesse que tout ce Shepin, donc c'est assez abstru et difficile à interpréter, ne pas coller à un seul mot pour saisir l'énergie, alors probablement du poème, ne pas faire la moindre allusion à soi, mais exprimer les soucis les plus insupportables. Ça pourrait par exemple être à travers la description d'un paysage particulièrement triste ou mélancolique. C'est comme s'il y avait un contrôle, ça c'est une allusion au Zhuangzi, donc la conscience, c'est comme s'il y avait une conscience derrière le poème, dans le poète, faisant flotter ou couler avec les mots, comme un vin épais que l'on filtre, c'est-à-dire que plus on filtre, plus il y a de vie, donc plus il y a de matériaux à réfléchir, comme le printemps qui redevient automne, loin, loin, poussière dans l'air, soudain, soudain, des bulles sur la mer, en surface, en profondeur, concentration, dispersion, 10 000 choses que l'on attrape et se fondent en un, ou en une, évidemment. Donc vous voyez que le poème n'est pas très clair. Il n'est pas très clair, en même temps, quand on connaît un petit peu la poésie chinoise, et quand on connaît justement tous ces modes de discours, on se rend compte que c'est quand même pas un simple jeu d'ésotérisme. Bon, Sekung Tru a parfois été accusé d'être un petit peu artificiel, mais on peut quand même faire sens avec ce poème. Et Sekung Tru lui-même, il fait partie de ces théoriciens de la littérature qui insistent justement sur la nécessité de ruminer les poèmes. Et donc lui, il donne un exemple de poème. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un poème sur les poèmes, dans lequel il fait ça lui-même. Et on peut aller assez loin dans l'interprétation de ce poème. Ce poème renvoie par les images aussi à la nature. Et donc vous avez un poème, donc un texte écrit du Wen qui renvoie au Wen de la nature.
Plusieurs images dans ce poème sont des images qui sont tout à fait, ça renvoie à des images tout à fait traditionnelles dans la Chine ancienne. Et puis vous avez évidemment l'avant-dernier vers, donc en chinois vous avez Tian, Shen, qui renvoie à plusieurs couches, qui suggère que donc le poème peut se lire à plusieurs niveaux. Notez aussi, pour ceux d'entre vous qui connaissez bien la poésie chinoise, c'est un poème en vers de 4 pieds, ce qui est relativement rare après la dynastie Han, mais c'est souvent utilisé après la dynastie Han, précisément quand on veut être un peu ésotérique comme ça. Donc il y a une dimension de profondeur, ça renvoie au Shedzing, donc au classique des poèmes lui-même, où 95% des vers du Shedzing sont en 4 pieds. Mais c'est un vers qui a quasiment été abandonné, le vers de 4 pieds, par la suite. Donc le fait de revenir à ça, en soi, c'est déjà un choix du poète. Je vous cite ici Pauline Hu, qui est une des spécialistes de la poésie chinoise, donc une littérature riche de l'au-delà, qui parle d'images au-delà donc de la scène du poème. Donc, toujours, on renvoie à quelque chose d'autre, au-delà du poème, au sens au-delà des mots, à la saveur au-delà de la saveur, et à une résonance sans limite. Et il me semble que cette citation, qui n'est pas à propos de ce poème-là, mais elle renvoie bien à ce poème. Également, une autre citation, c'est le fait de révéler ce qui est caché, donc le sens et l'effet, est encore plus mise en valeur à travers des sens autres que le visuel, puisque en l'occurrence il s'agit vraiment il y a un appel à tous les sens ici. Alors là j'ai quelque chose de beaucoup plus simple par contre, les poulets de Yuan Mei, donc c'est aussi un poème assez célèbre. Pour élever des poulets, on les laisse manger à leur guise, puis une fois qu'ils sont bien gras, on les cuisine. Excellent plan vraiment que celui de leur maître, mais il ne faut pas que les poulets le sachent, c'est-à-dire qu'ils connaissent ce plan. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de... C'est très différent, évidemment, du poème de ce Kung Tu. Cela dit, on peut quand même faire une lecture à 2 niveaux de ce poème. Qui c'est qui me fait le deuxième niveau de lecture, ici? Niveau politique, oui. Niveau, voilà. Le niveau politique, hein. Ah oui. Yuan Mei était un conseiller juridique aussi. Oui, bien sûr. Donc évidemment qu'il y a un sens politique dans ce poème aussi, ou pas. C'est-à-dire, le poème est ouvert, mais il se donne à première vue donc, comme un poème sur les poulets. Mais on peut évidemment l'interpréter de façon politique en disant les gens, on peut les exploiter longtemps, mais au bout d'un moment, ils se rendent compte et puis ils se révoltent. C'est le sens du poème. Et ça renvoie évidemment à toute la tradition de la lecture à plusieurs niveaux de la poésie chinoise. François Martin donc, a beaucoup étudié ça dans les anciennes joutes diplomatiques, à savoir que quand on voulait critiquer quelqu'un, c'était beaucoup plus facile d'utiliser un poème du Shedzing qui parlait de jolies jeunes filles en train de se prélasser sur le gazon, plutôt que de critiquer directement l'interlocuteur. Donc de ce point de vue-là, il y a vraiment une tradition, et je pense que les lettrés en Chine ancienne, quand ils lisaient un poème comme celui-ci, ils comprenaient tout de suite. Il n'y avait pas besoin de leur faire un dessin. Il y a un sens caché dans mon poème, c'était pas du tout nécessaire. Je passe à un autre poème qui est aussi très connu de Li Bai, donc les Noix blanches. Donc contre les manches de soie rouge, elles ressortaient nettement. Elles, c'est les noix blanches. Et notez de nouveau que les noix blanches sont dans le titre mais ne sont pas dans le poème. Ça, c'est vraiment un procédé qui est tout à fait récurrent dans la poésie chinoise. Et ce qui fait qu'en un sens, on voit dans le poème, les noix blanches sont une sorte d'illusion, et le fait qu'elles ne soient pas dans les poèmes, dans le poème et uniquement dans le titre, est de ce point de vue-là révélateur. Donc contre les manches de soie rouge, elles ressortaient nettement. Donc il y avait une jeune fille avec probablement des manches de soie rouge, et puis là on voyait bien les noix blanches, mais on ne voit plus rien au fond du plat de jade blanc. Donc il faut imaginer des noix décortiquées, évidemment, et puis même pelées, donc qui sont blanches. Un peu comme les perles du chapelet de cristal posées devant les poignets du vieux bonze à la fin de sa prière. Donc il y a 2 personnages ici. Il y a probablement une jeune femme en rouge et un vieux bonze.
la plupart des interprètes considèrent que ce n'est pas la même personne. Le rouge étant une couleur plutôt liée donc, au féminin. Donc il s'agit a priori, donc c'est un poème de Li Bai, donc le plus célèbre poète chinois. A priori on se dit que c'est un poème qui pourrait être une simple plaisanterie. Li Bai a fait des poèmes assez légers. Ça peut être un poème on se faisait des concours de poèmes et puis on disait on va faire un poème sur les noix par exemple. C'est possible. Hein. De toute façon, une lecture n'empêche pas l'autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce poème, en fait, on peut en faire une lecture beaucoup plus philosophique, notamment bouddhisante, ce qui pourrait être un petit peu une lecture suggérée par l'allusion au bonze qui a prié et puis qui laisse son chapelet devant lui. Ce qui est certain, c'est que le champ du poème, le champ de vision du poème est extrêmement restreint. Vous avez un champ ici qui est tout petit, c'est juste des manches avec une coupelle et des noix, et puis c'est tout. Et ça peut aussi être déjà une référence donc au fait d'avoir un point de vue beaucoup trop étroit pour comprendre les choses. Il y a un deuxième niveau de lecture qui est celui de l'illusion des sens qui se trompe, c'est-à-dire qu'à un moment donné on voit quelque chose et qu'à un moment donné on voit quelque chose d'autre. On peut aussi contraster la trivialité des noix et de la soie rouge. Le rouge peut avoir une dimension érotique dans certains cas, par opposition évidemment aux perles du chapelet de cristal. Alors ça, c'est peut-être un petit peu de la surinterprétation, mais à nouveau, on voit à quel point ce poème renvoie à toutes sortes de notions, ici en l'occurrence plutôt dans le bouddhisme, qui sont intéressantes d'un point de vue philosophique. Alors, je ne laisse pas de côté la possibilité que ce soit un poème tout à fait léger, comme j'ai dit, fait dans une occasion sociale, comme on en faisait beaucoup en Chine ancienne. Je reviendrai dans ma conclusion sur justement les risques de la surinterprétation de certains de ces poèmes. J'en viens maintenant à des poèmes de paysage. Ici, un poème qui date du 5e siècle, de Hung Zhekui, promenade dans les monts Taiping. Les rochers escarpés découpent le ciel, les forêts enchevêtrées entament le soleil, dans le ruisseau ombré sombre les fleurs de printemps, aux falaises froides s'accrochent les neiges d'été. Donc c'est un poème qui est très simple d'apparence, mais qui est aussi assez intéressant parce qu'il est plus compliqué, en fait, il est plus complexe qu'il n'en a l'air. La première chose qu'on constate, c'est que le poète a un point de vue qui est très abaissé par rapport au paysage. Il est au fond d'une gorge, il regarde en haut, et puis il voit la gorge donc, qui occupe une bonne partie du ciel, les roches escarpées découpent le ciel. En plus, le soleil est encore masqué par les forêts, donc il est vraiment tout en bas. Dans le ruisseau ombré sombre les fleurs de printemps, aux falaises froides s'accrochent les neiges d'été. Ces deux phrases sont assez compliquées à interpréter d'un point de vue temporel. En quelle saison on se situe là, on se trouve, hein. On a l'impression que c'est le printemps, et puis après il est question des neiges d'été qui sont encore accrochées aux falaises froides, ce qui donne l'impression qu'on est plutôt à l'automne ou l'hiver. En fait, il y a beaucoup de confusion dans le poème. Le paysage écrase littéralement le poète. Le poète est tellement écrasé qu'il disparaît d'ailleurs complètement du poème. Il n'y a strictement aucune allusion dans ce poème au poète, à part peut-être dans le titre le yo, le premier yo, hein, qui veut dire se promener, etc. Mais sinon, on a un poème, et ça c'est quelque chose que je trouve intéressant dans ce type de poème de paysage, un peu comme dans la peinture de paysage, où le poème permet de rendre le poète, l'observateur, complètement absent. Ce qui donne à la nature tout son poids, et c'est un poids qui est presque aliénant, c'est-à-dire que le poète se sent complètement dépassé par ce paysage. Il me semble qu'il faut attendre longtemps en Europe pour avoir ce type de rapport au paysage. Le mot luo que vous avez, le troisième caractère de l'avant-dernier vers, qui veut dire sombrer, couler, hein, c'est un petit peu aussi le jeu du poète qui sombre, qui coule, qui disparaît derrière le paysage.
Par contre, le paysage, lui, reste. Et vous avez le mot lieu, donc le troisième caractère du dernier vers. Quelques mots sur les rapports entre la forme de la poésie. Donc, vous savez que depuis le 5e siècle, 5e, 6e siècle, peut-être, alors, les Chinois ne sont pas toujours contents quand on dit ça, mais le poème régulier, avec toutes ces règles extrêmement lourdes, c'est probablement il y a probablement une influence du sanskrit, donc de la poésie indienne. C'est donc un moment assez précis, hein, c'est au 5e siècle qu'on a, à la fin du 5e siècle, début du 6e siècle, qu'on a vraiment le luche, donc le poème régulier qui se met en place. Avant, on avait déjà des poèmes avec des vers et puis des rimes, mais là, on a vraiment cette structure qui est très contraignante. Et un des artisans de cela, c'est Shen Yue, donc qui est de ce point de vue-là, qui a joué un rôle tout à fait central dans l'histoire de la poésie chinoise, qui insiste beaucoup dans ses écrits sur les liens que le poème, la forme du poème, entretient avec la nature. Et il va assez loin, puisque même pour lui, la structure tonale des poèmes, elle répond finalement à une nécessité naturelle. Ce qui est un point de vue assez étonnant, parce que cette structure tonale, elle peut paraître vraiment très artificielle. Vous savez, vous avez donc la nécessité d'alterner des rimes plates et des rimes ping, des rimes plates et des tons rentrants et des tons plats. Il n'y a rien de plus artificiel que ça, a priori. Et lui voit un lien entre cette nécessité formelle et puis le monde. À peu près à la même époque, donc le Wenxin Diaolung, toujours, écrit « La création en conférant des formes physiques associe les membres 2 à 2 ». Donc dans la création, vous avez les membres 2 à 2. L'ordonnance interne émanant de l'efficience à l'œuvre dans l'univers a fait en sorte que rien ne se trouve en position isolée. L'esprit, en donnant naissance au Wen des mots, donc à la poésie par exemple, a mis en forme d'infinies pensées. Le haut et le bas sont interdépendants et spontanément advient le parallélisme de l'expression. Vous voyez qu'il y a toujours cette tendance de faire résonner la nature naturelle, et puis l'artifice du poème qui est conçu lui-même comme aussi naturel que la nature. Si on prend certains paysages, le paysage chinois est tout sauf réaliste. Je me défie de trouver des paysages comme celui de droite. Enfin, peut-être que ça existe, je ne sais pas. Mais vous avez, ce qui est intéressant dans la peinture de gauche, donc il s'agit d'une peinture très ancienne, c'est que vous avez vraiment 2 plans avec quand même des formes de parallélisme. Ici, vous voyez dans la forme, ici. Vous avez une cascade à laquelle renvoie une rivière ici, donc il y a quand même dans l'inscription, le poète, consciemment ou pas, retrouve donc des linéaments qui font que ce paysage appartient vraiment au Wen. Puis c'est encore plus flagrant il s'agit de peindre vraiment célèbres. Avec là, vous avez toutes ces lignes ici qui marquent le paysage comme des champs de force, des champs d'énergie, qui sont c'est évidemment du Wen inscrit dans le paysage. Et puis vous trouvez ça sera peut-être un petit peu petit. C'est un extrait de poème très célèbre de Zhang Ruoxu, qui est intéressant parce que c'est un poème qui fait alterner donc tous les registres. Ici, la voix dans ce poème, je vous le dis peut-être rapidement, c'est un extrait parce que le poème est beaucoup plus long. C'est un poème qui est aussi très connu. Eau du fleuve et de la mer se joignent au printemps, avec la marée, la lune brillante surgit sur la mer. Sur des milliers de lits, son éclat suit les vagues. Sur le fleuve printanier, il n'est d'éclat que lunaire. Fleuve et ciel d'une seule couleur, donc le blanc, sans aucune poussière. Seul dans le ciel, le disque lunaire d'un blanc immaculé. Sur les rives du fleuve, quel homme l'a vu le premier? Là, vous avez l'homme qui intervient dans le poème. Depuis quand, sur le fleuve, la lune a-t-elle éclairé l'humanité? Génération après génération, la vie continue à se perpétuer. Les années passent, la lune du fleuve ignore le changement. On ne sait pour qui la lune sur le fleuve s'attarde. On ne voit que le long fleuve escorter le courant. Un fragment de nuage blanc s'éloigne tranquillement. Sur les rives aux érables verts, tout est mélancolie. Cette lui, l'homme sur l'esquif, de quelle famille est-il? Où est le pavillon sous la lune où l'aimé se languit?
Voilà. Donc vous avez un poème ici qui, contrairement au poème que je vous ai lu tout à l'heure, met explicitement le poète dans le paysage. Le poète est explicitement spectateur du paysage. Le paysage est pour lui, d'abord il le décrit, mais c'est surtout pour lui la source d'une émotion, et donc il y a très très vite un rapport entre le paysage et puis les émotions qui sont suscitées chez lui. Donc tout d'abord, dans ce poème, il y a un contraste entre la grandeur de la nature, qui est présentée ici comme, en tout cas, peut-être pas éternelle, mais en tout cas comme durable, et puis l'impermanence des choses humaines, avec un vocabulaire d'ailleurs qui est un petit peu bouddhisant par endroits. Vous avez toutes sortes d'images qui sont convenues, qu'on trouve dans énormément de poèmes chinois. Donc le pêcheur sur un bateau, hein, vous avez l'homme sur l'esquif, la concubine dans le gynécée, le nuage qui s'éloigne, tout ça c'est des thèmes vraiment rebattus de la poésie chinoise. C'est un poème en fait qui est intéressant parce que dans le paysage ici il y a une froideur qui est presque inquiétante, en tout cas qui est écrasante pour le poète. Et là on a, je ne veux pas insister là-dessus maintenant, mais on a clairement un rapport à la nature qui n'est pas le même que celui d'autres poèmes qu'on a rencontrés jusqu'ici. Et là, je reviendrai peut-être brièvement là-dessus dans la conclusion, mais la critique littéraire a parfois tendance à réduire toute la poésie chinoise à un ou deux modèles. En fait, il y a toutes sortes de manières de présenter les paysages dans cette poésie, et là, on a manifestement quelque chose d'un petit peu différent. Donc, le poète, ici, charge la nature d'émotions, ou, pour dire les choses de façon plus précise, il est ému par cette nature, paradoxalement, parce que cette nature, elle est froide, et c'est lui qui réagit par des émotions chaudes dans le poème. Donc il y a vraiment ce contraste entre les deux, mais en même temps, et ça c'est un trait qui est tout à fait typique, qui vient du classique des poèmes, c'est quand même la nature hein, qui l'émeut, et puis donc qui lui fait écrire ce poème. Donc c'est un poème qui s'inscrit tout à fait dans la vision dominante de la poésie chinoise de paysage en ce qui concerne le rapport du poète au monde, mais ici avec un rapport d'opposition qui tranche à mon sens un petit peu sur beaucoup de poèmes de paysages ou beaucoup d'œuvres comme les peintures que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est un poème qui est très connu, qui est à mon avis assez réussi, qui est cependant un peu discursif et qui est donc peut-être aussi plus propre à plaire à un public occidental parce qu'il dit clairement les choses. Alors que d'autres poèmes que je vous ai commentés paraissent plus difficiles de ce point de vue parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts. Ici, la fin du poème est tout à fait ouverte de ce point de vue-là. Un autre poème qui est aussi intéressant parce qu'il mélange donc une première partie sur le paysage et puis une deuxième partie qui est beaucoup plus philosophique. C'est un poème donc là c'est un poème pour le coup qui est probablement moins connu, hein, un poème de Xiao Yan, donc l'empereur Wu Deliang, les Gandharvas. Les Gandharvas c'est des esprits des esprits célestes dans le bouddhisme. Il ne faut pas que vous me demandiez exactement ce que je sais parce que je ne suis pas sûr que je pourrais vous expliquer. Donc sublime la mer s'étend jusqu'au bout d'elle-même, azurés les flots coulent sans limite, les coquillages produisent d'étranges vapeurs, les Gandharvas se pressent dans le ciel. Château bleu entouré par des nuées de cinabre, tours dorées qui se noient dans un brouillard de pourpre, ce ne sont que nos yeux qui les ont engendrés, ils n'ont point de rapport avec le monde vrai, ce ne sont que visions nées d'illusions vulgaires, ce ne sont que mystères au sein du mystère. Ce poème est intéressant parce qu'il montre encore un rapport différent au paysage. Ici, on a un poème qui est clairement d'inspiration bouddhiste. L'empereur Wu Deliang était bouddhiste. Les Gandharvas, c'est une allusion à l'hindouisme aussi, hein, mais il s'agit de bouddhisme en l'occurrence.
Et c'est un poème qui a été critiqué en Chine ancienne parce qu'il en dit beaucoup trop. Parce que vous avez donc une première partie qui commence bien. Hein, le poème est pas mal globalement, je serais déjà content de faire un poème comme ça. Mais vous avez donc un certain nombre les 6 premiers vers qui sont... c'est vraiment du paysage, de façon traditionnelle. Puis tout d'un coup, vous avez un glissement vers quelque chose alors là, de purement philosophique, philosophie bouddhiste, avec toutes les questions donc de l'illusion dans le bouddhisme, avec un vocabulaire même, qui est un vocabulaire philosophique. Et puis une phrase, ils n'ont point de rapport avec le monde vrai, ce ne sont que visions nées d'illusions vulgaires. On se croit tout d'un coup vraiment dans un commentaire ou un sutra, etc. Donc là, vous avez je dirais que dans ce poème, vous avez moins une correspondance entre le paysage, le wen que voit le poète, et puis le texte du poème, qu'une utilisation du paysage pour dire quelque chose de philosophique. Donc d'une façon, alors le bouddhisme, c'est pas une philosophie chinoise indigène au départ, donc d'une façon qui est un petit peu étrangère et qui se surimpose au poème de paysage en l'occurrence. Si je vous ai présenté ce poème, c'est parce qu'on trouve ici à la fois donc le poème, le poète et le monde. Donc c'est une triade qui est très importante et qui a été retenue par la critique en Chine ancienne. Vous avez ici un poème de Zhang Ruoxu qui va un petit peu dans le même sens. Attendez, là j'ai une mauvaise... Ceci, je l'ai déjà commenté. Voilà, c'est ici que je voulais venir. Donc, vous avez Paula Varsano, donc, qui est aussi une critique littéraire importante, qui écrit à propos justement de cette triade, donc monde, poète et poème, donc que des écrivains, depuis l'auteur donc de la grande préface du Shizing, donc le classique des poèmes, jusqu'à Wang Fuzhe, donc le penseur des Qing, et même au-delà, s'attachent toujours à décrire les relations dynamiques entre les trois, donc entre le monde, le poète et le poème, plutôt qu'ils ne s'attachent à un seul de ces trois termes individuellement. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment important, même lorsque le poète paraît absent du poème. Un poème de Li Shangyin, qui est un poète de la fin des Tang, par une nuit de pluie adressée à mon épouse, c'est un poème qui est tout simple, en première apparence, du nouveau. Tu me demandes ma date de retour, mais je n'ai pas de date. Automne à bas, les pluies nocturnes gonflent les étangs. Quand serai-je avec toi, taillant les bougies à la fenêtre au couchant, en te parlant de ce moment dans la pluie nocturne du pays de bas. Vous avez un poème qui est considéré comme réussi. De nouveau, c'est un poème qui est très court. Il y a quelque chose qui est très intéressant ici, justement dans cette perspective de trois termes dont je viens de parler, le monde, le poète et puis le poème. La question qu'on peut se poser dans un poème comme celui-là, c'est quelle est l'émotion qui met en branle le poème ? Pourquoi est-ce que le poète est motivé à écrire ce poème ? Donc, dans le premier vers, tu me demandes ma date de retour, mais je n'ai pas de date. Vraisemblablement, le poète a reçu une lettre de sa femme qui lui demande quand est-ce que tu rentres. Donc, on pourrait dire que la première motivation pour écrire, c'est, en l'occurrence, cette lettre. Donc, c'est un événement qui est lié à la subjectivité du poète. Mais tout de suite, dans le deuxième vers, automne à bas, les pluies nocturnes gonflent les étangs. Tout de suite, il est renvoyé au paysage derrière sa fenêtre. Et c'est un paysage d'automne bas, donc c'est le Sichuan, donc c'est des grosses pluies sombres
qui gonfle les étangs, donc c'est pas une petite pluie, hein, c'est vraiment une grosse pluie, c'est la nuit, donc il y a un paysage qui résonne immédiatement avec le sentiment d'ennui, le sentiment de mélancolie, de tristesse qu'il y a d'être séparé de sa femme. Donc entre les deux vers, il y a tout de suite une résonance entre le poète donc, qui vient de recevoir une lettre et puis le paysage extérieur. Et c'est quelque chose qui est amené tout à fait naturellement, ce qui fait qu'en fait, on ne sait plus ce qui est au départ du poème, ce qui motive l'écriture du poème en tant que tel. Puis ensuite, donc, quand serais-je avec toi taillant les bougies à la fenêtre au couchant, en te parlant de ce moment dans la pluie nocturne du pays de bas. Là, ça n'a pas de rapport immédiat avec mon sujet, mais il se projette dans le futur en imaginant qu'il se souviendra de ce moment. Donc il y a un jeu entre le présent du poème dans le présent et puis le présent du poème dans le futur qui est fait ici. Donc tailler des bougies à la fenêtre, c'est un changgu, c'est une expression proverbiale en chinois. Quand on taille des bougies avec sa femme, c'est qu'on a une bonne relation avec elle, etc. Voilà. Donc de nouveau, d'un point de vue philosophique, c'est un poème qui a l'air de rien, mais qui est quand même intéressant parce qu'il montre bien cette immédiate correspondance entre le sentiment du poète et puis le paysage extérieur. On a, et j'aurais pas le temps d'en parler très longuement ici, toute une philosophie des émotions qui s'inscrit dans la poésie chinoise. Par opposition, par contraste avec la poésie occidentale, dont on dit souvent qu'elle est inspirée. On parle des muses qui inspirent le poète. Depuis déjà Aristote, on a ce type de discours. En Chine, donc c'est l'émotion qui provoque le poème. Et cette émotion, elle est évidemment dans le poème, mais comme on l'a vu dans le poème qui précède, elle est dans le monde en même temps. Elle peut être sollicitée par la nature, elle peut se retrouver dans la nature, être reprojetée dans la nature par le poète, mais il y a toujours les deux, en fait, qui interviennent. Je vous ai mis ici une citation qui est très célèbre, qui est tirée de cette grande préface du classique des poèmes. Le poème est ce vers quoi tend l'intention. Shi zhi, zhi zhi, su zhi ye. Ça, c'est du chinois classique, tout à fait parfait. Dans le cœur, c'est l'intention. Zai xin wei chi. Dans le cœur, c'est l'intention. Exprimant en mots, elle devient poème. Fa yan wei shi. Donc là, vous avez une correspondance parfaite. L'auteur sur lequel j'ai travaillé, donc Wang Chun, qui a écrit le Lunrang, il dit exactement la même chose, mais très longuement, parce que Wang Chun, c'est un verbeux, il écrit 84 traités qui sont... si vous voyez la traduction de Jean Lévy du Han Feizi, c'est déjà un gros tome. C'est 4 fois moins long que le Lunrang. Je veux dire, voilà. D'ailleurs, on lui reproche à Wang Chun d'écrire de façon beaucoup trop prolixe. Et puis il répond que quand on a un trésor, il vaut mieux en avoir beaucoup que pas beaucoup. Mais là, je fais une parenthèse, mais c'est vrai que cette phrase du Shezi est d'une concision qui est tout à fait remarquable. Donc, Qing Dong Yu Xin, Xing Yu Yan. Donc, Qing, alors, est-ce que Qing ici c'est les sentiments, les affections, c'est très compliqué ici. Disons qu'on peut éventuellement traduire par les affections. Qing Dong Yu Zhong, Xing Yu Yan. Donc, les affections sont mues au-dedans et prennent forme par les mots. Ça, c'est aussi l'ennui de la confusion, c'est que des fois c'est plus difficile à comprendre. Donc, ce qui est très important ici, donc, c'est le lien entre les affections, les émotions, et puis comme moteur du poème. Ça, c'est vraiment au centre de la poésie chinoise, le corps de la poésie chinoise. Et c'est donc de ce point de vue-là totalement différent de la façon dont on conçoit généralement
la poésie comme inspirée, comme création inspirée en Occident. Donc le poète réagit, dung. Vous avez tout un vocabulaire pour dire réagir en chinois classique. Vous avez réagir, répondre, raisonner, gan, ying, enfin il y a toutes sortes de mots. Le poète réagit au monde et son poème, en un sens, c'est une résonance par rapport au monde. L'idée de résonance est très importante. Et la métaphore ici, elle est clairement musicale. Et c'est une métaphore qui est assumée, qu'on trouve dans toutes les sources philosophiques anciennes. Par exemple, dans le Yuezhi, donc le traité de la musique, lorsque les notes musicales se lèvent, elles viennent du cœur de l'homme. Lorsque le cœur est mu, ce sont les choses du monde qui le font se mouvoir. Donc la métaphore musicale ici est tout à fait claire. Et il s'agit de vibrations. Les textes le disent. Si vous mettez deux cordes de même note, vous en faites vibrer une ici, l'autre elle va vibrer dans la pièce à côté. Donc c'est ça cette résonance. Lorsqu'il est touché par les choses, le cœur est mu, et cet état prend forme dans le son. Les sons résonnent les uns avec les autres, et ainsi forment différentes mélodies. Les différentes mélodies forment c'est pas les mélodies ici, je sais pas comment traduire. Donc les sons et les tons. Les tons différents forment des structures régulières et ce sont donc les notes musicales. Et cette métaphore musicale, c'est une métaphore, mais en fait, la façon dont on crée un poème, elle est exactement du même ordre. Voilà, j'arrive vers ma conclusion. Tout d'abord, je vous donne quelques-unes des références théoriques importantes sur le sujet. Donc, à commencer par James Liu, donc Chinese Theories of Literature, qui est donc 1975, je veux dire 75. Qui est donc une des premières références, c'est un des premiers auteurs à s'être vraiment intéressé aux théories littéraires chinoises. Donc François Julien, La valeur allusive, Stephen Owen, Readings in Chinese Literary Thought, donc qui traduit et commente beaucoup de sources littéraires anciennes. François Martin, donc, qui est extrêmement important, extrêmement intéressant dans sa façon de lire les niveaux de texte. Notamment, il prend des textes du classique des poèmes et il montre que selon les époques, il peut y avoir 5-6 lectures différentes et très différentes les unes des autres. Paula Varsano, Pauline U. Alors, moi, j'ai pas fait grand-chose de nouveau par rapport à ces théories. Il y a deux choses que je trouve un petit peu regrettables. C'est premièrement, certains de ces théoriciens citent en fait assez peu de poèmes. C'est le cas par exemple de François Julien. La valeur allusive, c'est vraiment un excellent ouvrage, mais il n'y a quasiment pas de poèmes dans ce livre. Il s'intéresse beaucoup plus au discours sur la poésie qu'à la poésie elle-même. Et le risque, et c'est un risque qu'on trouve dans beaucoup de ces sources, c'est qu'on finit par confondre ce que les anciens théoriciens de la littérature chinoise ont dit et ce que la pratique poétique elle-même a été. Donc là aussi, il y a une sorte d'appauvrissement. Si on lit François Julien, même si on lit parfois François Martin, qui a lui, alors pour le coup, lu beaucoup de poèmes, je ne vais surtout pas l'accuser de ne pas avoir fait ça, mais il s'intéresse souvent un petit peu au même type de poèmes, au même détournement de sens, au même niveau de lecture qu'on trouve dans ces poèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage parce que ça, de nouveau, je parlais de canon au début de cette intervention, ça serait dommage d'aller ensuite figer un canon de poèmes qui correspondent à ce que les anciennes théories chinoises de la littérature ont mis en avant comme important, alors qu'il y a toutes sortes d'autres poèmes qui n'ont pas dans ce cadre. Et puis alors, je vous donne deux poèmes tout à fait spectaculaires de ce point de vue-là. D'abord, un poème de Mei Yao Chen, qui est un poète qui, cherchant des poux, je tombe sur des puces.
Belle satisfaction en ce jour, voulant attraper un pou, j'ai trouvé une puce. Tous deux des poisons dont on veut se débarrasser. Un petit plaisir qui fait du bien. Qui peut garantir la mort des créatures? Des sots vivent longtemps alors que des rusés meurent jeunes, mais la fourmi qui, cachée dans son trou, ne mord pas, peut se préserver et vivre très longtemps. Alors, il y a une leçon philosophique à la fin, je suis d'accord. Mais enfin, le début du poème est quand même difficile à réduire à ces théories littéraires très élaborées dont j'ai parlé pendant la plus grande partie de mon exposé. Beaucoup de poèmes chinois, en fait, naissent de toutes petites choses du quotidien. Et je pense que c'est parfois un petit peu exagéré de vouloir réduire des poèmes comme celui-ci à ces grandes leçons philosophiques que je viens de faire. Je ne dis pas que c'est impossible de trouver une philosophie là derrière, mais c'est probablement pas du tout le Mei Chen, c'est pas Django Su ou certains des poèmes que je vous ai lu tout à l'heure. Je vous donne aussi un petit poème de Su She, le poème composé pour m'amuser en lavant mon fils. Tous les pères élèvent leur fils en comptant sur son intelligence, mais moi j'ai souffert toute ma vie de mon intelligence, et donc je souhaite à mon fils d'être lent et stupide. Il évitera les catastrophes et deviendra ministre. Donc c'est un mignon poème, mais je veux dire, pourquoi ne pas croire Roucheux quand il dit qu'il a écrit ce poème-là pour s'amuser? Il dit ça dans le titre. Si, j'ai fait ça pour m'amuser, et je pense que en tout cas sous les Song, on peut montrer que beaucoup de poèmes sont pleins d'humour et sont simplement le résultat d'occasions sociales qui sont à des lieux d'une philosophie compliquée. Voilà. Donc, juste pour reprendre quelques points, la littérature chinoise donc compte beaucoup de poèmes qui sont extrêmement variés, extrêmement riches. Il y a une poésie chinoise c'est un corpus immense, et je pense, comme je viens de le dire, que c'est difficile de le réduire à un ou deux principes simples. De la même façon qu'on ne peut pas dire que toute la poésie occidentale se réduise, je sais pas, à de la mimésis, par exemple. Si vous prenez la poésie romantique, il y a souvent aussi l'idée d'un lien avec la nature qui est tout à fait essentiel. Mais je vous donne juste des chiffres. La poésie complète de la dynastie Tang, c'est 50 000 poèmes qui nous sont... Je me dis complète parce que c'est la poésie complète des poèmes qui nous sont parvenus. 50 000. On sait que certains poètes Tang avaient rédigé plus de 10 000 poèmes à eux tout seuls, et l'essentiel ne nous est pas parvenu. Donc, puis la poésie complète de la dynastie Song, c'est 300 000 poèmes. Personne ne peut lire tout ça. Et en fait, on lit toujours les mêmes poèmes. On lit toujours les mêmes poèmes. Pour les Tang, on lit toujours les 300 poèmes Tang, etc. Donc là, il y a un problème manifeste. Au-delà donc de cette diversité, j'aimerais quand même dire que la poésie, c'est le genre littéraire chinois par excellence, c'est le genre principal. C'est plus important la littérature que les œuvres de Mencius ou pour un ancien chinois, je veux dire, du point de vue du statut. Le premier des classiques, c'est le Shenzhen, le classique des poèmes. Et donc, est-ce qu'on a le droit, on a le droit évidemment, d'exclure du corpus philosophique la forme d'expression majeure de la Chine ancienne? Voilà. Je pose la question. Là, on a aussi probablement, il y a un petit problème qu'on a par rapport à la poésie, c'est qu'aujourd'hui, enfin depuis un certain nombre de siècles en Occident, la poésie c'est un genre esthétique, lyrique, ça doit être beau, en tout cas on essaye. Là, il faut peut-être se rapporter au Moyen-Âge européen, au XIIe, au XIIIe siècle, où on met tout en vers, tout.
Tout simplement parce que c'est au XIIe siècle, au XIIe, XIIIe siècle, vous avez plus de littérature française en vers qu'en prose. Tout simplement parce que c'est normal d'écrire en vers. Et donc on va écrire toutes sortes de choses qui n'ont rien de poétique en vers, tout simplement parce qu'on retient mieux, parce que ces gens-là avaient de toute façon tellement une facilité à faire des vers que pour eux c'était quasiment aussi naturel que d'écrire en prose. Donc vous avez des choses qui sont écrites au Moyen-Âge européen en vers, qui ont des traités de morale, des traités de cuisine, des traités de manœuvres à table. Vous en avez des dizaines, vous avez des dizaines de traités de bonne manière à table qui sont écrits en vers au XIIe, XIIIe siècle en France. Pas qu'en France d'ailleurs, en Espagne, en Italie, etc. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que pour le lettré chinois ancien, écrire en vers, c'était aussi naturel qu'écrire en prose. Donc exclure, a priori, des textes qui sont écrits en prose en poésie, en disant « Ah, mais ça, c'est le poète qui se met dans une certaine conformation d'esprit et puis qui rédige quelque chose de... » À mon avis, c'est mal comprendre le statut de la poésie chinoise, qui n'est pas toujours de la poésie, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas forcément esthétique, c'est pas forcément beau, c'est simplement qu'on s'exprime comme ça. On prépare des examens à partir de poésie, on rédige toutes sortes de choses dans des contextes sociaux qui sont plus ou moins... J'aurais pu vous citer des dizaines de vers qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue poétique, qui sont simplement des jeux de société sur telle ou telle chose, etc. Et puis qui sont... voilà. Donc c'est une autre raison qui m'invite à penser que la poésie chinoise a un statut de normalité, d'ubiquité dans la tradition chinoise, qui fait que c'est un discours comme les autres, et que donc il est important de le considérer pleinement comme pouvant participer d'un corpus qui a priori n'est pas littéraire, comme un corpus philosophique. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que j'ai pas été trop long, ça va ? Très bien. Merci beaucoup pour votre attention.